Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants en Pays de l'Urepoix. On est avec Papa Wilson des Gilets jaunes du service public libre. On est devant l'immonde, le Monde, voilà. Alors le nouvel immeuble du Monde. Ils ont bougé, ils étaient au boulevard Blanqui. Toujours dans le 13e arrondissement, ils ont bougé, ils ont changé visiblement de pièce architecturale. Parce que bon là tu vois le truc, on dirait Davos. Ah ouais, on dirait un œil, enfin c'est très bizarre. C'est ça. Et salutations à tous, déjà, salutations à tous les auditeurs. Attends, recule juste un petit peu s'il te plaît, merci. Voilà, mais c'est pour le son, porte la voix. Alors je sais que ça doit vous paraître étrange pour beaucoup. Hein, voilà, Papa Wilson et Mishka de nouveau réunis autour d'un live. Chacun prendra la conclusion qu'il voudra prendre. Moi je suis pour le dialogue, je suis pour l'apaisement. Et le combat des idées. Donc, alors d'un certain point de vue, le combat des idées, moi j'estime que voilà, les choses qui doivent se régler en interne se règlent en interne. Mais en tout cas il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Et il ne faut pas faire l'économie de tels retrouvailles ou de tels rassemblements. Là, on est arrivé à une époque où ça devient compliqué. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale, sauf pour celui qui ne veut pas la voir. Nous sommes arrivés dans une situation où le pays est quasiment à un niveau d'insurrection nationale, hein, c'est dire ce qu'il en est. Il y a la question des retraits, du 49.3, il y a la question de l'inflation, de l'explosion des prix. Il y a la question de la vassalisation de la France à tous les niveaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'éparpiller tous ensemble. On continue à être défiants les uns envers les autres. On va mettre notre ego un petit peu de côté. On va parler, on va échanger ensemble. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est l'intérêt du bien commun. C'est toujours ça qui nous a importé à tous. Donc voilà, aujourd'hui, on est... donc, avant de parler du journal du Monde, hein, parce que c'est comme ça qu'on le surnomme, j'aimerais lancer un message à tous les anciens constituants, tous les anciens camarades, tous les nouveaux camarades, tous les camarades actuels. Nous ne pouvons plus faire l'économie d'être chacun de notre côté. Je pense que l'heure est à l'apaisement. L'heure est à l'apaisement et de la réunion de tout, on va dire, toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont des compétences, qui veulent agir pour le bien commun et qui veulent essayer de redresser un petit peu notre nation à notre petit niveau, bien entendu. Mais bon, je veux dire, la multiplication de toutes ces jonctions de bonne volonté va finir un jour par payer, ça j'en suis sûr. Donc voilà, l'heure est à l'apaisement. Donc mon message est le suivant, laissez vos égos de côté, retrouvons-nous, essayons de faire quelque chose d'intéressant. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais il faut savoir à un moment donné faire force autour du bien commun. Et moi ce que je pense, c'est qu'il faut plus tard, pourquoi pas, créer une grande structure nationale politique. Je dis bien politique au sens noble du terme, comme tu disais tant avant, et qu'on fasse front commun. Parce que sans ça, on va continuer à batailler dans le vide en fait. Et pousser des idées qui ont émergé du combat des Gilets jaunes, d'auto-organisation, de mandats impératifs et révocatoires. Il y a énormément de culture politique qui s'est transmise au sein du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu des heures et des heures de débats, de réflexions, d'analyses. D'ateliers. Il y a eu des choses intéressantes. Rappelle-toi le dossier sur la dette. Le dossier sur la dette qui a quand même été donné aux maires, à des maires. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le dossier de la dette? Ce projet de loi que des Gilets jaunes ont fait en allant chercher des mecs à la Sorbonne, hein, des universitaires, et qui leur ont dit c'est pour le bien commun, il faut connaître les détenteurs de la dette française. Alors ça a été, c'est pas un bottin, hein, c'est 4 pages, mais ça a été fait dans les règles de l'art et ça a été envoyé à tous les députés. Ça a été envoyé à tous les députés. Alors, je ne sais pas si les 577 députés les ont eu. Normalement, oui. Il me semble que par mail, ça a été fait à l'époque. Et aussi physiquement, hein, dans les enveloppes. Hein. Non, mais c'est bien parce qu'on a eu l'appui à l'époque de gens remarquables quand même. Hein. Jacques Cheminade, c'est pas n'importe quoi, que je salue au passage. On a eu Marc-Gabriel Draghi, pareil, que je salue au passage. Tous ces gens-là sont venus s'agréger autour de nous. On s'est dit quoi à l'époque? On s'est dit... Les Gilets jaunes doivent être moteurs, pas seulement d'activisme politique et social, pas seulement de battre le pavé, mais aussi une élévation du conscience de la culture politique et de mettre en place des outils. Et parmi les outils, il y avait un projet de loi fait par les citoyens. Et quand je dis projet de loi, c'est au sens mesuré, bien entendu, puisque dedans, il était en question de remettre
l'ordonnance de 2014 de Hollande, qui empêchait justement les Français de savoir qui étaient nos créanciers. Donc ça a été donné à des maires, ça a été donné même, je pense, à des préfets, il me semble. Enfin bon, tout ça a créé une émulation et ça n'a pas été la seule chose. Les Gilets jaunes ont aussi ont eu le mérite de remettre le RIC sur la question de la place publique. On en pense ce qu'on veut du RIC, mais ils ont eu ce mérite-là. Il y a eu cette question aussi des assemblées générales, il y a eu la question aussi d'élever de la Constitution, d'élever le syndicat Gilets jaunes. Voilà. Il y a des choses qui sont arrivées. Et là, c'est à nous tous de pousser ces choses-là, de les créer si on peut les créer. Et si on peut pas les créer parce qu'il n'y a pas la structure, parce que voilà, au moins les pousser, être en interaction avec eux, et ça se passe en intelligence collective. Le syndicat Gilets jaunes, c'est tous les mardis. Vous débarquez avec les collègues, ça va être café et puis discussion. Enfin, c'est comme sur le rond-point. Il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi, par exemple, le serment d'Asclépios. Avec ces médecins, ces infirmières, ces aides-soignants suspendus, ces pharmaciens, ce serment éthique. Est-ce qu'on a besoin d'éthique? On voit la corruption à tous les niveaux. Mais totalement. Je veux dire, en fait, quand tu regardes bien, la problématique actuelle de la société française, elle n'est pas que sociale, politique ou économique. Elle est idéologique. Nous traversons une grave crise idéologique, une crise existentielle. Et moi, j'associe très souvent ça à la morale et l'éthique. Je veux dire, si... il n'y a pas photo, nous avons une élite qui est corrompue, nous avons une élite qui ne sait pas ce que c'est que la morale et l'éthique. Et nous-mêmes, on doit déjà faire un effort de réforme de nos propres personnes. Donc si on n'a pas tout ce mouvement-là d'ensemble, on n'y arrivera jamais. Donc c'est tout un mouvement d'ensemble qu'il faut coordonner, il faut rassembler toutes les énergies. Je veux dire, ce que nous a donné l'enseignement des Gilets jaunes en 2018-2019 principalement, c'est cette idée que de simples citoyens qui ne se connaissaient même pas se sont rassemblés en rond-point, en assemblée générale, sur certaines manifestations parisiennes, ou même en province, il ne faut pas oublier la province dans cette histoire. Et bien tout ça, on s'est dit que, mine de rien, d'un certain niveau comme ça, aussi basique qu'il soit, on a réussi à faire mieux que des partis politiques dans l'élévation de la culture politique. Et des think tanks, souviens-toi, Terra Nova, Fondapol, oui, on est rentré en force un petit peu, mais bon, ils sont en train de nettoyer leur slip là. Non, mais complètement, mais là on a vu, si tu veux, avec les think tanks, on a vu un petit peu quelles étaient les ramifications oligarchiques, parce qu'on ne peut pas comprendre l'oligarchie à travers simplement un truc fantasmé. Tu vois, il y a une élite dans l'ombre, une centaine de personnes, c'est pas suffisant, il faut expliquer les choses factuellement maintenant, comment ça fonctionne. Donc ramification par les think tanks qui créent l'idéologie nécessaire, qui va permettre ce qu'on appelait les vallées serviles, donc tous les hauts fonctionnaires, à essayer de mettre le pays un petit peu dans une direction qu'a donné l'oligarchie, c'est-à-dire mondialiste, européiste, atlantiste. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis l'ère de Gaulle. Après De Gaulle, ce sont les néoconservateurs qui se sont occupés du Quai d'Orsay, premièrement, puis après ont infiltré tous les ministères. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une politique très belliciste, pro-ukrainienne, pro-américaine, enfin surtout pro-américaine, pro-atlantiste. Et on en est là aujourd'hui. Très wokiste aussi. Bien sûr. Le wokiste, de toute façon, sous-tend un petit peu est lié finalement avec le mondialisme et l'atlantisme, puisque tout ça, c'est un projet global. Biden, il est dans le globalisme, jusqu'à preuve du contraire. Donc tout ça fait que notre pays, en fait, ce n'est plus la France. On a affaire à une entité vassalisée, totalement vassalisée. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, quelque part, c'est un peu les soubresauts cette espèce de France périphérique qui s'est révoltée fin 2018, et qui nous a donné cet esprit-là, c'est-à-dire sortir vraiment dans la rue, pas pour revendiquer de la taxe gasoil. Rappelle-toi, en 2018-2019, on n'était plus là. C'était les conséquences et on a été très vite sur les causes. Et en fait, les ronds-points, c'était des agoras. C'était des lieux d'échange, des lieux démocratiques où tu as l'iségorie, l'équivalence de temps de parole. Tu veux parler, tu as de la data, et ben écoute, balance. Et puis les collègues, ils sont d'accord ou ils sont pas d'accord, mais ça échange. C'est ce que n'a pas apprécié l'oligarchie. L'oligarchie pensait que les Gilets jaunes allaient être simplement un mouvement social basique, comme on peut rencontrer chaque année à la fête du 1er mai, à la fête du travail, etc. Où on parlerait simplement sociétal, pardon. Donc taxe gasoil, le progressisme, l'égalité homme-femme, etc. Non, les Gilets jaunes, c'était autre chose. C'était stop, la France périphérique a souffert de la mondialisation. La France périphérique qui se lève d'un seul homme a souffert de cette oligarchisation de la société où il n'y avait rien en fait. C'est-à-dire le citoyen n'était pas concerné par les décisions. On l'a vu avec le fascisme sanitaire. Le fascisme sanitaire, le fascisme oligarchique, le fascisme mondialiste. Alors, le fascisme sanitaire, c'est particulier parce que pour ceux qui ne sauraient pas encore, là on est dans les décisions de Davos, dans l'agenda 2030. Et l'agenda 2030, c'était clair,
C'était une grande pandémie pour pouvoir installer petit à petit des lois liberticides et notamment le fameux passeport, numérique, hein, qui est en cours. Là, c'est pas un fantasme complotiste, c'est factuel. Vous allez sur le site de l'Union européenne, tout est clair. Hein. Et l'argent numérique, et la monnaie numérique. Et la monnaie numérique. Alors la monnaie numérique, c'est encore pire, puisque bientôt, là, je crois que tous les citoyens l'ont remarqué, c'est de plus en plus dur de retirer de l'argent liquide, de plus en plus dur de voir un guichet en fait à côté de chez soi. On ferme de plus en plus les guichets, donc on en a là, notre téléphone, ça rien. Donc tout ça a créé ce mouvement-là. Et aujourd'hui, là, en 2023, on est dans l'ère post-sanitaire. Et dans l'ère post-sanitaire, on arrive à cet état de fait, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le peuple, maintenant, a une responsabilité. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de cibler tout le temps l'oligarchie étant le responsable de tous nos maux. Nous sommes aussi responsables de nos maux. Je veux dire, on a laissé faire. Il y a un combat extérieur sur les ténèbres extérieures, mais il y a aussi un combat intérieur sur nos propres ténèbres. Bien sûr, bah, sur moi le premier, je me fais le rappel à moi-même sur ma propre personne. Je veux dire, si on ne prend pas en compte qu'il faut changer ses habitudes de notre vision du monde, il faut la changer. Cette consommation qu'on a eu outrance depuis tout petit, cette idéologisation où tout se faisait par soi-disant la démocratie représentative. On sait aujourd'hui que c'est une supercherie, la démocratie représentative. Donc en fait, il faut l'individualisme. Il faut qu'on soit au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit les maîtres de notre propre existence matérielle dans un premier temps et également existentielle. Quand je dis notre propre maître, c'est-à-dire être acteur de nos vies. Nous ne sommes plus acteurs de nos vies. Je veux dire, aujourd'hui, c'est Davos qui est l'acteur de nos vies. C'est Davos, c'est Bruxelles, c'est l'OTAN, c'est la Macronie. C'est tout ça l'acteur. Ces gens-là ne sont pas légitimes à être acteurs de nos vies. Donc on doit reprendre confiance en nous, à notre capacité d'être humain à faire société et surtout de pouvoir rebondir. On doit redresser la nation. Ça ne plaît pas ces termes-là, mais c'est pas grave, il faut le dire. On doit redresser la nation. Mais c'est pas toi, moi, c'est tout le monde. C'est les millions de Français qui doivent redresser la nation. Et pourquoi aujourd'hui on est devant l'immonde, c'est l'immonde. Ce journal-là représente. Quand les camarades ont proposé ce rassemblement, moi j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit faut aider quand même tous ceux qui donnent du temps le samedi alors qu'ils pourraient être avec leur famille. On bosse la semaine et le samedi voilà, c'est Joundi. Voilà. Ici c'est symbolique parce que le monde, l'immonde, c'est le temple par excellence de la propagande mondialiste. Je crois que je ne connais pas un journal aussi aligné que Le Monde. Même Libération sont en dessous. Européisme, atlantisme, wokisme, mondialisme, progressisme. Et financement quand même. Alors, parlons des financements, Alors moi, ce qui m'a intéressé dans Le Monde, c'est plusieurs choses. Il ne faut pas oublier que Le Monde, ce sont eux qui ont créé le premier service de fact-checking. Et ce qui est marrant, c'est que le premier fact-checker de France, totalement inconnu du grand public, s'appelait Nabil Wakim. Personne ne connaît ce nom. En 2009, quand il crée le Décodex, Nabil Wakim, French American Foundation, Young Leaders, crée le premier service de fact-checking. Young Leaders de la French American Foundation. Dis donc, il n'y en aurait pas un, comment il s'appelle, qui a été Young Leaders. On l'avait attrapé devant BF Merde, qui sortait de la propagande. Le citoyen Dupont-Aignan. Ouais. Bon, il nous a dit que c'était rien, c'était un petit repas qu'on fait entre amis, c'est rien. Du tout. On s'est quand même intéressé à lui poser des questions. On ne va pas en tenir rigueur à Dupont-Aignan, je crois qu'il y a pire actuellement en France. Mais disons que il ne faut pas oublier d'où ça vient tout ça. Et Le Monde a été novateur par rapport à cela. Il ne faut pas oublier que le fact-checking, c'est une technique anglo-saxonne à la base. Donc c'est-à-dire d'essayer de vérifier les chiffres et les faits lors des élections américaines, par rapport aux candidats qui sont représentatifs. Ils ont importé ça en France via l'Institut Pointer, qui est un institut financé par l'Open Society. Là, on est... Ah, c'est Soros, ça. Voilà. Et c'est pas fantasmé. On dirait que tu nous parles de la Ligue des droits de l'homme. C'est Carcy, le pognon de Soros. C'est pas fantasmé, c'est l'Institut Pointer qui donne l'agrément aux Julien Pain, au Tristan Mendès France, on vous dirait chat et tout. Et le Conspiracy Watch. Voilà, et Le Monde a été le catalyseur, tu vois ce que je veux dire, de tout cela. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Le Monde a une directrice, Sylvie Kaufmann, directrice de la rédaction du Monde. Sylvie Kaufmann, c'est l'art et la manière de poser l'atlantisme normal. Ça passe crème. Allez-y, on peut y aller. Madame Kaufmann, qui elle est? Il faut que vos auditeurs comprennent qui est cette dame pour mieux comprendre pourquoi Le Monde est tellement un journal animé. Parce que Sylvie Kaufmann et Eric Israelevich, pardon, voilà, c'est ça son nom, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, son âme. sont des gens qui ont fréquenté les médias américains. Par exemple, Sylvie Kaufmann, elle a travaillé pour le Washington Post. Elle a travaillé pour le New York Times, pardon. Et donc elle connaît Rupert Murdoch, etc. C'est une dame qui a travaillé pour la commission trilatérale, quand même il faut le noter. C'est une dame aussi également qui est membre de l'ECFR.
Le CFR, c'est la partie CFR créée par Soros au niveau européen. Ça chapeaute en fait, si tu veux, les think tanks européens. Parce que les think tanks, même en France, tu vois, Terra Nova, par exemple, Fondapol, etc., tout ça en fait, c'est dans une sorte de fédération européenne et le CFR pilote tout ça. Et un des principaux bailleurs de fonds de le CFR, ce sont les GAFAM d'un côté et surtout l'Open Society de Soros. Et tout ce que je dis, c'est sourcé. Donc on n'est pas dans un délire complotiste, c'est sourcé. Donc moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Parce que je trouve que les gens ne comprennent pas en fait la gravité de la situation dans laquelle on se trouve au niveau des médias français. Et pourquoi on est en légitimité, nous, de venir réclamer, en tout cas questionner les journalistes du monde. Parce que ce journal touche des subventions publiques. Si encore à la rigueur il n'y aura pas de subventions publiques, ils font ce qu'ils veulent, c'est privé. Il ne faut pas oublier que Le Monde appartient à 3 personnes. L'oligarque tchèque Daniel Kretinsky, qui est en train de racheter tout en France. Marianne, il a Marianne. Tout à fait, il a Marianne. Il y a surtout Xavier Niel, hein, le Minitel Rose, tout le monde s'en souvient. Et le troisième, Pigasse. Les Arocs. Pigasse, des Arocs, qui a laissé pendant un an Assa Traoré écrire des articles aux Arocs. Ça, faut pas l'oublier. Elle est devenue maintenant, elle est devenue égérie de Louboutin. L'égérie de Louboutin, tout ça, donc ouais, c'est très curieux tout ça. Ah bah oui, c'est chaud, c'est ça surtout. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que il est d'une obligation aujourd'hui pour tous les citoyens qui sont un petit peu éclairés, qui ont compris en fait, je dirais, tout ce qui se joue ici. C'est qu'à partir du moment où il y a des subventions publiques qui sont données à ces médias-là, qui ont été rachetés à perte. Je précise que quand Kretinsky rachète Le Monde, c'est un journal à perte, comme BFM TV, etc. Donc à partir du moment où ce journal-là touche des subventions, alors je crois qu'on dépasse quasiment 14 millions d'euros de subventions. Donc vous tous réunis ici, nous sommes en droit de demander des comptes à ce journal, voire même le remboursement intégral de toutes les subventions touchées. D'une, parce qu'il n'y a pas de respect de la charte de Munich, ils n'en ont rien à foutre. De deux, c'est pas eux de décider l'alignement idéologique en fait des Français. C'est pas eux de décider si on doit être pro-russe ou anti-russe. C'est pas eux de décider si on doit être contre Davos ou pas. C'est pas à eux de décider si on doit être contre le wokisme ou pas. C'est aux Français de faire leur propre plaisir, d'avoir leur liberté politique. Donc ces gens-là, ce qu'ils font, c'est de la propagande avec notre argent. C'est ça que les gens doivent comprendre, avec notre argent. C'est extrêmement grave, et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Hein. Parce qu'encore une fois, comme je le dis, s'il n'y aurait pas de subvention publique, ils font ce qu'ils veulent, c'est du privé. Donnez la ligne éditoriale, ce que vous voulez, mais il y a 14 millions d'euros. Donc maintenant, on va demander des comptes. C'est pour ça que moi, je trouve ce que fait Vigimedia ici, c'est très intelligent. Parce qu'à force de se mobiliser tous les samedis comme ça va finir par payer. Les gens vont finir par comprendre que le vrai problème, je veux dire, pour que le pays arrive comme ça à une telle situation, sociale, économique et politique, les médias en sont pour quelque chose, en sont partie responsable. Parce que qu'est-ce qui oriente l'action des gens? C'est la pression médiatique, quelque part. Cette pression médiatique, vous la contrôlez, vous en reprenez le contrôle, comme à l'époque tu le proposais, c'est-à-dire sous forme de scope, sous forme de coopératives qui appartiennent à leurs salariés. Là, je pense qu'on est dans le début d'une solution. Mais là, tant qu'on continue comme ça, eh bien, matin, midi, soir, comme sur LCI, Poutine va aux toilettes, Poutine va au shot, Poutine va à la campagne, Poutine a tiré un missile, Poutine le méchant, Poutine va mourir, Poutine va subir un arrêt je crois, un mandat d'arrêt international. Bon, en fait, en gros, c'est quoi le truc? C'est la love story de Poutine, c'est quoi ce délire? On est dans un délire total avec les médias français, dans un délire total. Il faut voir le nombre d'articles à charge sur le plan international contre la Russie. Nous, c'est pas ça qu'on veut, on veut une information objective. À partir du moment où on vous donne des subventions publiques, vous devez dire la vérité. Or, ce que fait Le Monde, c'est pas du journalisme. C'est de l'alignement idéologique. C'est pas pareil. Donc c'est la propagande. C'est la propagande. Et il y a une personne qui est responsable de ça, et je veux que là, tous les auditeurs l'entendent, c'est Sylvie Kaufmann. Retenez bien son nom, Sylvie Kaufmann. Cette personne-là est responsable absolument de toute la propagande actuellement européiste, voire mondialiste, du journal Le Monde. La France donne des leçons au monde entier, mais c'est comme dans tous les pays, il y a une propagande en France, comme dans d'autres pays. Bien sûr, mais bien comme sûr. en Russie, comme ailleurs. Mais moi, je voudrais bien voir le classement réel de la France. Bah, au niveau de la liberté de la presse, en on a déjà. Liberté de la presse, moi, je veux voir le vrai classement. Ouais. Alors, je ne serais pas surpris qu'il soit derrière, je sais pas, un pays émergent, tu vois. Je ne serais pas surpris. Alors, il y a une question là qui est d'actualité, c'est les retraites, bien évidemment. La Concorde ce soir, hier, avant-hier, etc. On parle de 12 milliards à l'horizon 2030 sur... voilà, il faut économiser ces 12 milliards. Alors, voilà, la réforme des retraites que personne ne veut. Comment tu analyses que... Là, il y a des journalistes qui bossent derrière. Hein. Bah. Pas un n'a parlé des intérêts cumulés de la dette publique seule
Pas la dette des hôpitaux, pas la dette des régions, pas la dette des départements, ni des collectivités locales. Juste la dette publique. Les intérêts cumulés de la dette publique depuis 1973 et cette fameuse loi Pompidou-Rothschild, on est aux alentours de 2300 milliards d'euros cumulés, versés aux prédateurs financiers avec la richesse produite par les travailleurs français depuis 1973, 2300 milliards d'euros qui ont été versés à ces prédateurs financiers. Avant, on s'empruntait à nous-mêmes, à taux zéro, si possible, via le circuit du trésor. Et là, nous, en tant que connards de rond-point, on met ça sur la table et il n'y a personne qui est au courant. Comment t'expliques ça? Déjà, il faut se poser la question. Moi, j'entends 12 milliards. Il manque 12 milliards apparemment pour nos retraites. 12 milliards, qu'est-ce que c'est face à 1,5 milliard à peu près envoyés à l'Ukraine en termes d'armement qu'on aurait pu économiser? Qu'est-ce que c'est, comme tu dis, entre 100 et 150 milliards d'évasion fiscale chaque année recensés dans les paradis fiscaux? Alors ça, c'est pas la petite boulangerie du coin, hein. Ça passe par les cabinets de conseil de la défense, etc. Totalement. Ce qu'on a payé à McKinsey, justement, ou à Bain & Company, rappelle-toi, pour justement avoir une politique sanitaire digne de ce nom. On n'a pas assez de hauts fonctionnaires en France. Ils sont pas assez bien payés. On paye des sociétés américaines. Non, il y a toutes ces questions-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la retraite, c'est un subterfuge. En fait, je veux dire, tout le monde sait que la retraite par capitalisation, ça fait un moment que c'est sur les papiers. Rappelez-vous, quand Macron a été élu, je crois que c'était après 2017, on était déjà en 2018, l'Élysée recevait Monsieur Kravis, Robert Kravis, de la société KKK. Et cette société-là, c'est comme le Ku Klux Klan. C'est une société équivalente à BlackRock, mais en plus petit. Elle fait partie des 10 plus grands fonds vautours américains. Et on avait Larry Fink de BlackRock qui était invité en grande pompe par Macron. Alors, question, qu'est-ce que Larry Fink faisait à l'Élysée reçu comme un chef d'État? Je me posais la question. Deuxième question, qu'est-ce que Robert Kravis, qui est membre du secrétariat du club Bilderberg, ce que je vous dis, vérifiez-le, fout à côté de Macron comme un chef d'État? Si c'est pas pour parler des retraites, justement. C'est là, en fait, le cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites. Il y en a de l'argent à revendre. C'est qu'il faut plutôt aller chercher là où il est. Là où il est réellement. Et deuxièmement, depuis quand les Français ont demandé que ce soit BlackRock qui gère nos retraites? D'où ça sort, ça? On a voté pour quelque chose? Et la sécurité sociale, voilà, ça arrive derrière. Bien sûr. Donc tout ça, on voit bien que c'est le modèle américain qui finalement arrive en France depuis un moment. On est dans l'américanisation de quasiment tous les pans de la société française. Et dans l'économie et l'industrie n'en parlons même pas, Alstom, enfin, on va pas revenir là-dessus. Et donc pour les retraites, c'est ce que je pense. Les retraites, je pense que c'est un problème secondaire qui t'a choqué. C'est un problème secondaire parce que je crois qu'on est quand même au bord d'une 3e guerre mondiale. Il faut peut-être les Français se bougent par milliers comme ils le font pour les retraites et d'ordonner même au gouvernement français, qui est illégitime, je vous le rappelle, sur le plan politique, sur le plan électoral, de nos sommets d'arrêter de faire le con. Parce que là, clairement, nous devenons une cible légitime des frappes russes. Je le rappelle, juste ça. Je pense que Macron, en vendant de l'armement à l'Ukraine, le donnant des chars AMX, des systèmes de missiles et tout, c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Et participer avec l'OTAN, comme on le fait bêtement, à saboter Nord Stream 2, c'est un acte de guerre. Donc moi j'ai un appel aux Français, si vous voulez penser aux retraites, pensez déjà d'abord à avoir un avenir pour le pays. Parce que s'il y a la guerre avec la Russie, il n'y aura pas de retraite. Ta retraite, tu peux l'attendre, tu peux l'avoir. Peut-être dans ta tombe, là ailleurs. Larry Fink qui viendra visiter ta tombe, je sais pas. Non, voilà, à un moment donné, il faut être pragmatique. Les retraites, pour moi, c'est secondaire. C'est important, évidemment, pour les futures générations, pour nos propres retraites, parce qu'on a cotisé, on a travaillé, on continue à travailler. Mais il y a un moment donné, il faut que les Français priorisent. Il faut la priorité. Je veux dire, tu ne changeras pas. Le 49.3, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est rien du tout. Parce que le 49.3, en réalité, ça fait 50 ans que les gouvernements respectifs gouvernent avec le 49.3. Rappelez-vous, c'est Rocard qui a le... On est au centième 49.3. Exactement, Rocard, c'était lui le recordman des 49.3. On n'est pas en démocratie, on est en république. Tout à fait. Donc voilà, moi, ce que j'appelle, évidemment, c'est à l'abolition de cette république. Clairement, cette république bancaire? Cette république bancaire, messianiste, alors moi j'ai pas peur des mots, cette république corrompue, cette république fade, maçonnique, et c'est surtout cette république en fait moraliste. Tu vois, je fais la morale à tout le monde,
et tu balayes pas devant ta porte en fait. Hein, il n'y a pas un jour qui se passe en France, je crois que depuis notre naissance, où il n'y a pas une affaire de corruption. Il n'y a pas une affaire de corruption au sein de la classe politique. Sans parler du franc CFA. Oh, le franc CFA, c'est encore autre chose. Mais bon, je suis content que le Mali, en tout cas, a pris son propre envol. Ça fait plaisir. Si seulement en France, on pouvait faire la même chose, il a fallu que ça soit le Mali, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc les retraites, pour moi, c'est un problème secondaire. Et il faut que les Français se posent la vraie question. Au lieu d'aller manifester à la Concorde et en tombant dans l'ingénierie sociale bête et méchante, comme les Français font malheureusement. Je ne remets pas en question l'envie et la motivation des gens d'y aller. La colère. Ce que je remets en question, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, ça fait des années que nous, on voulait une autorisation de manifester à la Concorde devant l'ambassade américaine. Jamais de la vie. À l'époque des Gilets jaunes, jamais de la vie. À l'époque du dîner du siècle, quand c'était à l'Automobile Club de France, jamais de la vie. Et là, on laisse comme ça, en pleine période un peu insurrectionnelle. Moi, je me pose question. Honnêtement, ça pose question tout ça. Ça ne remet pas en question l'envie des gens, encore une fois. Mais je veux dire, moi je demande à tous ces manifestants pourquoi ils vont pas... Devant la banque Rothschild. Devant la banque Rothschild, par exemple. Puisque c'est eux qui donnent les ordres. Dans tous les lieux de pouvoir, en fait, les vrais lieux de pouvoir. Pourquoi ils vont pas à Davos, tous ces gens-là? Enfin, tu vois, c'est ça, moi, qui me chagrine. Et quand j'entends sur la place de la Concorde, on va couper la tête de Macron comme on a coupé la tête de Louis XVI, c'est que les Français n'ont pas compris l'origine du problème. C'est justement ceux qui ont coupé la tête de Louis XVI qui sont les mêmes aujourd'hui qui posent problème. Enfin, je veux dire, quand est-ce que les gens vont réagir par rapport à ça, tu vois? Par contre, qu'il y ait une masse de gens qui se réunissent parce qu'ils veulent un avenir, un meilleur avenir pour leurs enfants, ça, je suis totalement d'accord. C'est normal, c'est normal. Mais la question des retraites sous-tend la question de qui l'organise. De qui l'organise. Voilà, je veux dire, moi j'insiste là-dessus. Donc la causalité radicale dans la pensée, les amis, aller à la racine des choses. Tout à fait. Larry Fink, BlackRock qui est reçu comme un chef d'État en 2018. Pourquoi les... Enfin, je veux dire, il faut aller à cette cause-là. Donc, si les manifestants veulent s'énerver bien comme il faut, allez à BlackRock. C'est à Paris, il y a un siège à BlackRock, il y a le siège de Vanguard aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir ces grands fonds retour? Le siège de Rothschild, hein. Voilà. Bon, voilà, tout le monde sait où est-ce qu'il est le siège de Rothschild. Non, voilà ce que je pense des retraites pour répondre à ta question. C'est pour moi une question secondaire. Merci citoyen de cet échange, merci de ce coup de gueule. Force et honneur, on lâche rien, forcément. Ah ouh.